Étant moi-même, depuis plus de 5 ans, attentif à faire les comptes, je puis dire où nous en sommes. Depuis 1958 jusqu'à la fin de 1963, ce que la France gagne a augmenté de 30%. Je dis bien de 30%. Son revenu national s'accroissant chaque année de 5,5% par rapport à l'année précédente. Il s'agit là de valeurs absolues, évaluées, comme on dit, en francs constants, c'est-à-dire du revenu réel, calculé après défalcation de toutes les données relatives à la variation des prix. Jamais notre développement n'avait atteint un rythme pareil. Une fois prélevé sur cette majoration des recettes brutes de la nation, ce qu'il faut pour élever, en vue d'un avenir meilleur encore, le taux de nos investissements, pour payer nos dettes, qui étaient lourdes, pour nous constituer des réserves d'or et de devises, et compte tenu de l'accroissement de notre population, c'est le niveau de vie des Français qui bénéficie de l'avance. Et de fait, pendant la même période, ce niveau s'est élevé de 21%, c'est-à-dire en moyenne d'au moins 4% par an. Même pour certaines catégories qui jusqu'en 1958 paraissaient les moins avantagées, l'amélioration a depuis lors dépassé ces chiffres. C'est ainsi que cette année, les traitements et salaires attribués à la fonction et aux entreprises publiques représentent une amélioration par tête en moyenne de 4,5% par an. C'est ainsi que le revenu de nos agriculteurs, depuis 5 années, compte tenu de la diminution de leur nombre, s'est accru par tête en moyenne d'environ 5% par an, tandis que leur accession, enfin obtenue, au libre marché de la communauté économique européenne, ouvre à leur production, à leurs ventes, à leurs bénéfices, de nouvelles et vastes perspectives. C'est ainsi que la retraite des personnes âgées s'est accrue en 5 ans d'au moins 25% pour toutes et de 46% pour celles qui ont cotisé à la sécurité sociale. Et cela sans compter les suppléments qui sont alloués pour l'année en cours. Encore une fois, il s'agit là de chiffres exprimant le pouvoir d'achat effectif, quelle qu'ait été la hausse des prix. Quant aux investissements sociaux, qui, sans majorer directement et dans l'immédiat le niveau de vie de chacun, déterminent cependant une amélioration générale des conditions d'existence de la collectivité nationale, comme aussi de sa valeur, quelques chiffres permettent d'apprécier l'impulsion qui leur est donnée. En 1958, nous construisions en moyenne 793 logements par jour. Cette année, nous en construisons 1000. En 5 ans, les crédits se sont accrus pour la santé publique de 57%, pour la recherche scientifique de 100%, pour l'éducation nationale de 136%,
pour la jeunesse et les sports de 139%. Ce développement collectif sans précédent et qui, en définitive, est le bénéfice de tout le monde, doit se poursuivre et se poursuivra, et même ce doit être l'objet d'un effort national encore plus grand, encore plus méthodique et encore mieux administré. Mais bien sûr, il est par-dessus tout nécessaire que la nation ne distribue pas plus que ce qu'elle gagne. Autrement, ce serait l'inflation, quoi que l'on puisse arguer ou simuler. Sans doute, celle-ci, je parle de l'inflation, quand on s'y livre, procure-t-elle d'abord d'artificielles facilités. Mais tout de même qu'un prodigue, après une passagère euphorie, tombe tôt ou tard dans la ruine et le malheur. Un peuple en proie à l'inflation se condamne lui-même à un effondrement monétaire, économique et social marqué par les pires secousses. Et c'est pourquoi le devoir des pouvoirs publics est de maintenir l'équilibre entre l'expansion effective de la nation et les majorations successives attribuées soit aux catégories, soit aux transformations collectives imposées par le progrès. Le plan de stabilisation, c'est-à-dire l'ensemble des mesures portant sur les prix, les rémunérations, le crédit, les dépenses publiques, le budget, et donc pour tous les Français, d'une importance primordiale, précisément parce qu'il contrarie partout l'esprit de facilité, parce qu'il régularise l'avance de chacun et parce qu'il résiste aux surenchères. Comme toujours, quand l'intérêt général s'affirme, les souhaits particuliers qui se trouvent ainsi endigués trouvent des champions pour contredire la règle et la raison. Par exemple, il ne manque pas d'objecteurs pour s'écrier, en voulant contenir les dépassements, on ralentit l'activité. Et sous prétexte d'éviter l'inflation, on provoque la récession. Cependant, si notre plan de stabilisation est en train d'équilibrer nos affaires, on ne voit pas que notre production, nos échanges, notre niveau de vie en soient pour autant compromis. Mais, pour sûr, il le serait si nous nous laissions aller à dépenser plus que ce que nous avons. Et d'autant que le marché commun européen, qui devient peu à peu essentiel à notre prospérité et qui place les six en état de concurrence constante, ne pourrait pas longtemps incorporer une économie française dont l'inflation briserait la balance des comptes, des échanges et des paiements. Il ne manque pas non plus de revendicateurs pour dire, dans la situation relative des catégories laborieuses, celles-ci ou celles-là sont défavorisées. Il faut réparer ce retard, et tant pis pour la stabilisation. Et croit-on que dans l'inflation, quoi que ce soit que l'on ferait puisse être valable et durable jusqu'au jour où infailliblement tout tomberait en déconfiture? Non. S'il existe vraiment d'excessifs désavantages,
Nous devons certes y remédier, mais cela doit être fait en modifiant, quand il y a lieu, l'actuelle distribution des plus-values de notre économie, et non pas en créant d'artificiel aux dépens de l'expansion du budget et de la monnaie. Autrement dit, il nous faut désormais une politique des revenus, c'est-à-dire un ensemble de mesures cohérentes et qui soient incorporées à notre plan de développement national et non pas des dispositions hâtives et fragmentaires prises par saccades pour chaque branche à son tour au hasard des pressions ou des contingences fragmentaires. La loi de notre époque, ce n'est plus la lutte permanente et systématique des intérêts, c'est l'organisation de notre solidarité économique et sociale. Il ne manque pas enfin de critiques pour déclarer « renonçons à nous doter de moyens de défense modernes, c'est-à-dire d'armes nucléaires, et cessons d'aider au progrès de peuples qui dans le monde aspirent à notre civilisation. Ainsi, nous aurons de quoi arrondir ce que nous allouons aux salariés de l'État ou aux investissements collectifs. Assurément et sur le moment, nous trouverions là quelques surplus. Mais si on regarde au-delà de cette simpliste démagogie, on voit les conséquences qu'un tel abandon national entraînerait pour nous et qui serait désastreuse aussi longtemps que l'ambition des soviets et la nature de leur régime font peser sur le monde libre de part et d'autre de l'Atlantique la menace d'un terrible conflit, la France est en danger de destruction et d'invasion sans avoir aucunement la certitude que ses alliés américains, eux-mêmes exposés directement à la mort, sauraient les lui éviter. Pour elle, s'interdire de disposer des moyens propres à dissuader l'adversaire de l'attaquer éventuellement alors qu'elle est en mesure de les avoir, ce serait attirer la foudre tout en se privant d'un paratonnerre. Et puis ce serait aussi s'en remettre entièrement de sa défense, par-là de son existence, et en fin de compte de sa politique, un protectorat étranger et au demeurant incertain. Non, nous valons mieux que cela. Quant à mettre un terme à la coopération amicale, réciproque, calculée, que nous pratiquons avec un certain nombre d'États en voie de développement, cela reviendrait à nous éloigner d'eux en laissant la place à d'autres. Cela nous amènerait aussi à nous fermer de vastes champs d'action économiques, techniques et culturelles au lieu de nous les ouvrir. Enfin et surtout, cela reviendrait à renier le rôle qui nous revient dans l'évolution qui force tant de peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine à se développer à leur tour sans se livrer ni à l'une ni à l'autre des deux hégémonies mondiales qui tendent à se partager l'univers sans que l'Europe de l'Ouest n'aura pas su ou voulu s'organiser de telle sorte que l'équilibre s'établisse. Pourquoi donc la France, qui
était elle-même en plein essor, se tiendrait-elle à l'écart d'un mouvement dont son génie traditionnel est en grande partie la source et dont dépendent en définitive la paix et le sort du monde? Françaises, Français, vous le voyez, qu'il s'agisse de notre progrès intérieur ou de notre action au dehors, le débat national, pour nous, se ramène à cette question. La France doit-elle être la France? En réponse, nous entendons souvent le facile appel au laisser-aller, à la dispersion, à l'effacement, qui fut celui des temps du déclin. Mais la nation, qui trouve en elle-même les sources d'un puissant renouveau et qui se voit monter au milieu des autres, a au contraire choisi l'effort, la cohésion et la réussite. Vive la République, vive la France!